suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Bon, on se parlait, l'équipe et moi, pendant la pause, on se disait, est-ce qu'on commence encore avec la grève? On commence toujours avec la grève lorsqu'on s'en va, Mario, mais en même temps, il y a des milliers de parents qui sont actuellement sur le bout de leur chaise, espèrent que l'école reprenne la semaine prochaine. Et on faisait une entrevue tout à l'heure avec l'ancienne présidente de la CSN, Claudette Carbonneau. Elle nous disait qu'elle avait l'impression que Québec et les syndicats ne négociaient pas à la même table, tellement ils avaient des opinions divergentes. Es-tu du même avis? Oui. Oui, je trouve que c'est une belle image, c'est une belle façon de l'expliquer. En fait, c'est quand on les entend parler. Mais d'abord, on ne sait pas ce qui se passe aux tables. Fait que ça, c'est la première affaire. Puis je sens quand même que ça frustre un peu. Il y a des parents qui m'écrivent ça. Il y a des parents qui disent, on serait à l'étape de nommer un observateur aux tables. À la limite, qu'il y ait un devoir de confidentialité, mais qui viennent au moins nous rassurer sur le général, là, que le bien commun est respecté, puis qu'il y a un effort pour accélérer les négociations. Mais les gens vivent cette frustration-là de dire, on ne sait pas ce qui se dit aux tables. Quand l'un et l'autre sortent pour nous le résumer, on sent qu'ils nous spinent, qu'ils essaient de nous montrer qu'eux sont de bonne foi, mais pas l'autre. Mais en étant, comme le dit bien Mme Charbonneau, tellement loin l'un de l'autre qu'à un moment donné, tu dis, on n'a même pas l'impression qu'ils sont effectivement dans la même pièce, à la même table. Sauf que tout ça devient désolant, là, parce que les jours passent. Moi, sincèrement, cette semaine, je pensais qu'on avait un règlement, là, au moins pour les enseignants, peut-être pas pour tous les corps peut-être pas pour tous les syndicats, tous les corps de métier, mais pour les enseignants. Quand j'ai entendu François Legault hier matin dire on est proche d'une entente, l'école va reprendre lundi matin, je l'ai répété en ondes, mais en étant sûr que c'était vrai. Je me disais, bon, on a les indications du premier ministre, assez d'éléments en main. Alors, la façon dont ça a tourné après, puis que là, on semble encore bien loin d'une entente, la conférence de presse ce matin de la FAE déprimante. Puis là, tout de suite après la conférence de presse de la FAE, bien là, c'est la présidente du Conseil du Trésor qui dit qu'elle comprend pas. Elle a mis des choses sur la table là, qui sont sans précédent, puis qu'elle considère qu'on a une entente à portée de main. C'est dur d'en faire une interprétation lucide, oui. Est-ce que... Crois-tu, Mario, que le premier ministre François Legault a parlé un peu trop vite hier? Oui. Ça, c'est sûr qu'il a parlé un peu trop vite. En même temps, si tu me demandes est-ce qu'il a parlé un peu trop vite, oui. Est-ce que tout le monde a trop parlé depuis le début? Oui. Mais, tu sais, le premier ministre a trop parlé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il espérait que les enfants allaient à l'école. Dans une société où on dit valoriser l'éducation, espérer que les enfants vont aller à l'école, c'est pas supposé être quelque chose de complètement sauté non plus. Pas qu'il n'a pas attaqué des gens, puis il les a pas traités de nom, là. Il a dit qu'il pensait que ça allait bien aux tables, puis il espérait que les enfants allaient à l'école. Si tu regardes la réaction des syndicats qui est venue 45 minutes après, si lui a trop parlé, eux ont trop réagi aussi. Tu sais, c'est une réaction sur Twitter, là, avec des images en noir puis en rouge. T'as l'impression que c'est comme l'affiche d'un film d'horreur, quelque chose d'épouvantable est arrivé, puis le premier ministre nous a attaqués. Wow! Le premier ministre, il a dit qu'il espérait que l'école reprenne. Qu'il aurait dû se taire, probablement, oui. Laisser à la négociation. Mais de part et d'autre, tu sais, j'essaie de me mettre dans la peau du parent, là, qui est complètement à l'extérieur de ça, qui fait partie de ceux, là, comme plusieurs, qui appuyaient au départ les revendications des enseignants parce qu'ils se disent, regarde, c'est pas facile d'enseigner, puis nos enseignants, ils font un bon travail, puis ils se forcent, puis ils sont dévoués, puis il faut qu'ils soient mieux traités. Ce qui était, je pense, l'opinion largement répandue. Mais là, à ce point-ci, là, je pense que il y a beaucoup de ces parents-là que les bras leur en tombent. Là. Ils sont découragés de tout ce qui se passe, découragés de la tournure des événements, qui n'appuient plus vraiment à la grève, là, qui sont juste à dire, là, il faut, d'une manière ou d'une autre, il faut que l'école reprenne. Ouais, entendez-vous, réglez ça plus tard, donnez-vous plus de temps pour négocier, mais là, ramenez nos enfants à l'école, puis vite, là. Loi spéciale en janvier, Mario, ou on n'est pas là du tout? Regarde. C'est une première, hein? Ça n'a jamais duré aussi longtemps, là. Ça n'a jamais duré aussi longtemps. D'ailleurs, j'ai fait de la recherche, là, ce midi, là. Puis il y a bien des pays où tu pourrais pas faire ça, fermer les écoles, là. En France, tu fermes pas les écoles. En France, il y a un service minimal d'accueil, tout le temps. En tout temps, là, pour les enfants qui sont plus en difficulté, des familles plus pauvres. Je pense qu'on n'est pas conscient comment c'est incroyable ce qui arrive chez nous. Ça va tellement faire mal. Qu'on a fermé les écoles. Oui. Qu'on a fermé les écoles pour... on va être rendu... ça dure jusqu'à vendredi, mais ça va durer jusqu'à vendredi. On va être rendu à quoi? 24 jours, quelque chose comme ça?
quatrième semaine, c'est parce qu'il y en a qui disent... Oui, mais la FAE a commencé le 23 novembre. C'était un jeudi, Non, mais il n'y avait pas d'école le 21-22. Ben non, c'est ça. Le Front commun, c'est les employés de soutien des écoles. Alors, il faut additionner. Depuis le 21, effectivement, depuis le 21 novembre, il n'y a pas d'école cette semaine. Demain, c'est la quatrième semaine qui se termine. Plus 1 la semaine prochaine, plus 2 les vacances de Noël. Ça va faire 7 semaines. Voilà. Puisqu'on parle d'école, Mario, Université anglophone, Québec qui confirme que les étudiants venant des autres provinces vont payer plus cher. Au départ, on voulait leur faire payer 17 000 $. Finalement, on réajuste ça à 12 000 $. Québec demande aussi de franciser la majorité, 80 des étudiants. Tu as réalisé une entrevue avec la ministre de l'Éducation supérieure, Pascale Derry. Écoutons un extrait. C'est une mesure qui est justifiée et légitime. Et je pense qu'on est au bon endroit. On va finalement franciser une bonne partie de ces étudiants. Et aussi, on va augmenter les droits de scolarité de 30 pour être capable de ne pas les financer à 100 Est-ce que Québec a bien fait d'aller de l'avant avec cette mesure? Oui. Oui, puis là, c'est un compromis. Les deux, je voyais un peu les deux extrêmes sont insatisfaits. Du côté des universités anglophones, des libéraux, on voulait pas de cette mesure. On dénonce encore cette mesure. De l'autre côté, les gens qui sont les plus fermes, les plus féroces défenseurs de la langue française disaient il faut couper carrément à zéro ce qui est offert aux universités anglophones en termes d'accueil d'étudiants qui viennent de l'extérieur du Canada, qui viennent étudier en anglais. Bon, là, on a une espèce de compromis. Même au plan financier, le gouvernement a diminué un peu. Mais par contre, en échange de ça, on insiste pour que les universités anglophones mettent en francisation 80 de leurs étudiants là, qui vont chercher un recrutement étranger comme ça. La logique du gouvernement, à mon avis, qui se tient quand même, c'est de dire, là, on va... Parce que l'idée, c'était de dire, est-ce que les contribuables québécois doivent financer les études d'étudiants qui viennent du Canada anglais, par exemple, qui viennent étudier ici, puis qui s'en retournent. Parce que nous, on doit subventionner leurs études, parce qu'ils ne devraient pas en payer 100 de la facture. Par contre, là, le gouvernement du Québec dit, oui, mais à partir du moment où on les francise, il y en a probablement une tranche de ces étudiants étrangers qui va rester, ayant appris le français, qui vont être plus tentés de rester, faire partie de la main-d'œuvre québécoise, donc du marché du travail québécois, et donc, comme les autres Québécois, dans les années subséquentes, payer des impôts. D'où l'investissement, moindre quand même, parce qu'on ne payera plus, on va payer beaucoup moins, là, quand même. Ils vont payer, les frais de scolarité sont quand même à 12 000. Ils ne sont plus à 17 000, mais ils sont à 12 000. Alors, cette espèce de compromis qui se tient, là, qui a été acquis. Mais on se comprend que ça ne va pas satisfaire McGill et Concordia. Les deux universités anglophones, à mon avis, vont rester extrêmement choqués de ça. Il faut voir qu'ils en ont mené large ces dernières années. Ils ont eu la vie belle. Ils ont fait énormément d'argent avec les étudiants étrangers. Donc là, c'est toujours plate quand tu te fais... Tu as profité d'une belle situation, à un moment donné, tu te fais tirer à la plug, là. Meta qui réclame une exemption à C-18, Mario, à la loi C-18, pour autoriser le contenu, pour autoriser de nouveau, en fait, devrais-je dire, le contenu des médias locaux sur Facebook et Instagram. Qu'est-ce que tu comprends de ça? D'abord, pourquoi Meta fait ça? Puis est-ce qu'on comprend aussi que Meta pourrait éventuellement leur donner une redevance? En fait, ce qu'ils ont dit, essentiellement, c'est qu'ils étaient prêts à faire ça, mais à condition que la loi ne s'applique pas à eux. Moi, j'en déduis qu'ils ne veulent pas trop payer de redevances parce qu'eux, ils disent que... C'est là qu'est le gros mensonge. Puis je saisis bien que pour la population pas habituée dans ces affaires-là, jouer là-dedans, c'est compliqué à saisir parce qu'eux, ils disent diffuser une nouvelle, ça n'a pas de valeur commerciale pour nous. Mais si tu le prends au sens strict, tu peux penser que c'est vrai parce que c'est vrai. Dans le fond, les autres, mettons, ils prennent une nouvelle du Devoir, là, puis quelqu'un... Toi, tu republies un article du Devoir que tu as trouvé intéressant, tu le publies pour tes amis, pour les gens autour de toi sur ton Facebook. Ouais. C'est vrai que Facebook ne vend pas, là, ne donne pas une valeur commerciale. Mais où Facebook fait son argent? Quel est le modèle d'affaires de Facebook? C'est de nous vendre. C'est de vendre moi, je suis pas vraiment sur Facebook, mais de vendre les utilisateurs. Je dis nous au sens général de la population. Là, de vendre le temps. Donc, chaque minute que ses yeux sont sur Facebook, là, ça a une valeur. C'est avec ça que Facebook fait son argent. Donc, de ce point de vue-là, le contenu de nouvelles,
comme d'autres types de contenus qui amènent les gens à rester plus longtemps parce que là, une nouvelle, c'est intéressant, ça amène une discussion, des commentaires, souvent l'actualité fait jaser. Mais oui, cette nouvelle, elle a une valeur pour Facebook. Pas une valeur commerciale parce qu'ils vendent la nouvelle, mais une valeur en termes de temps passé. Et eux, ils revendent le temps que les usagers passent sur Facebook. Mais quand j'ai entendu leur explication hier, ah ouais, on serait prêt. Parce que dans le fond, le titre de l'article que j'ai lu, mais il laissait entendre que Meta était prêt à reculer sur sa position. C'est intéressant. Tu dis, ouais, OK, si la loi s'applique plus à toi, c'est sûr que si le gouvernement vient me voir, Julie va me dire, Mario, on serait prêt à ce que les lois de l'impôt s'appliquent plus à toi. Je vais être négociable. Je vais être parlable pour faire des compromis sur d'autres choses. Oui, je peux y penser. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Salut. Dans un instant.